Bonjour tout le monde, bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Nous revoici pour une nouvelle vidéo d'actualité. Ce mois-ci, on s'est un peu questionné sur les couvertures de livres et l'aspect physique du livre. Donc vous allez voir, on va vous présenter un petit reportage, mais avant ça, on va revenir sur une étude qu'on a faite en 2018. Oui, tout à fait. En 2018, on a fait une étude qu'on a présentée d'ailleurs dans les bureaux de Babelio, qu'on a présentée en compagnie de Claire Docero et Marion Bucciari des éditions du Nil et Laure Leroy, qui est la boss de Zulma Éditions. Alors les deux maisons, Nil et Zulma, sont assez connues pour leurs couvertures assez chouettes. On leur a présenté notre étude sur les couvertures. Est-ce que les lecteurs, les lectrices, regardent en premier les couvertures pour acheter un ouvrage? On s'est un peu posé des questions sur l'importance de la couverture pour la décision d'achat d'un livre. Alors déjà, c'est assez important de savoir que en fait, quand ils vont en librairie, les lecteurs ne savent pas forcément ce qu'ils vont acheter. Donc c'est important d'avoir déjà une couverture assez attractive. Ce qui est important, ce qui est ressorti de l'étude, c'est que le titre et le nom de l'auteur est évidemment primordial pour la couverture. Et les lecteurs apprécient d'avoir une couverture adaptée à l'univers du livre. Donc les collections sont importantes, les identités graphiques d'une collection sont importantes, mais c'est bien pour les ouvrages d'avoir une couverture qui est assez adaptée évidemment à l'univers du livre. Ça peut être un peu contradictoire d'ailleurs, parce que ça veut dire que c'est dur de sortir aussi d'un visuel de collection pour défendre le livre, enfin pour rappeler le livre dans la couverture, quoi. Ça dépend vraiment des maisons et des collections, je pense. Parfois, c'est assez malléable et du coup, c'est une photo qui peut changer tout en gardant un fond. Mais par exemple, pour Zulma, effectivement, on voit un peu ces deux choses-là. Mais c'est plus par la couleur et le motif que... Je vais en parler parce que moi j'ai choisi une couverture justement de Zulma pour illustrer moi les couvertures que j'aime bien aussi dans la littérature. Et donc voilà, sur l'étude en tout cas vous pouvez la retrouver sur Babelio, sur le blog, avec voilà, donc pas mal d'informations sur l'importance de la couverture, de la quatrième de couverture évidemment ensuite. Petit détail par exemple, plus les lecteurs vieillissent, plus ils aiment les couvertures sobres. Ouais. Ils aiment les couvertures un peu colorées quand ils sont plus jeunes et plus sobres quand ils vieillissent. Donc voilà, il y a plein de petites infos comme ça sur l'importance et le rôle d'une couverture dans l'achat d'un livre. Et l'idée, c'est de vous parler aussi un peu des couvertures que nous on aime bien et que les lecteurs apprécient. On a interrogé des lecteurs, mais avant on va parler nous, Nicolas et moi, des couvertures que nous on aime bien. Toi Nicolas, tu as choisi quel livre par exemple? J'ai choisi 3 livres, donc assez récents. Donc là c'est un exemple qui vient des éditions du Sous-sol. C'est un texte américain de Ben Marcus. Et donc c'est une couverture que j'apprécie beaucoup, qui est signée Peter Medelsund, sachant qu'elle est reprise de l'édition américaine du livre. En fait, on parlait de Zulma à l'instant, il y a un petit côté Zulma dans la couverture, et en même temps, ça fait un peu plus collage avec des graphismes qui vont sur les bandeaux de texte, etc. Donc c'est assez minimaliste, c'est très coloré en même temps. Et on a donc une espèce de jaquette où on a une quatrième de couverture, une présentation de l'auteur. Je trouve que c'est assez efficace. Et pareil pour la quatrième de couverture, elle présente bien le livre. On a quelques critiques de lecteurs ou d'auteurs qui sont reprises dessus, toujours avec le titre. Et je trouve que ouais, c'est plutôt attirant comme couve. Alors on a parlé un peu de Zulma effectivement, donc moi j'en ai choisi une. Le livre c'est Jean-Marie Blas de Robles dans l'épaisseur de la chair. Donc chez Zulma. Donc la couverture est réalisée comme toutes les couvertures de Zulma par David Pearson. Et alors on disait que les couvertures sont adaptées à l'univers, en tout cas les éditeurs essaient d'adapter les couvertures à ce qui est dit dans le livre, mais en gardant la charte de la maison d'édition. Là c'est un assez bon exemple. On en parlait avec Jean-Marie Blas de Robles puisqu'on a fait une interview avec lui et il disait qu'il était particulièrement content de cette couverture parce que ça reprenait des motifs un peu marins, des drapeaux marins, sachant que c'est un livre qui se passe énormément dans la mer. C'est un personnage qui à un moment qui se perd dans la mer. Et donc c'est extrêmement important d'avoir cet élément-là dans la couverture. Et donc c'est discret mais c'est présent. Ouais. Donc c'est un assez bon exemple, je trouve, de combiner à la fois une charte graphique qui est toujours la même, mais avec voilà, des éléments adaptés au récit. Je vais vous présenter quelque chose d'assez différent, bon, assez minimaliste aussi, mais pour le coup, ils ont aussi créé un peu un événement en lançant leur maison, c'est Alia, qui fait des choses très sobres, très épurées, jusqu'à la quatrième de couverture, là qui tient en un mot, en fait, la présentation, c'est Paradis avec un point d'interrogation, parce que c'est le prénom, enfin le nom de famille du protagoniste principal du roman. Et donc voilà, ils se sont juste permis là un petit lettrage en couleur,
ce qui est quand même... Enfin, c'est un peu, ça varie un peu d'habitude. Il y a aussi des photos parfois sur leur couverture, mais pour ces formats-là, la plupart du temps, c'est simplement une typo. Donc voilà, c'est très sobre. Toujours ce rabat que moi j'aime bien. Je trouve que c'est assez agréable à manipuler. Et donc là, on retrouve. Alors, par rapport à ce que tu disais sur Zulma, on retrouve aussi un petit peu l'esprit du livre, sachant que ces couleurs, elles sont un peu là pour illustrer la fête, le côté festif et un peu... en gros, c'est l'histoire d'un jeune couple qui fait beaucoup la fête dans Paris. Donc j'imagine que les couleurs sont reprises un peu pour ça, pour évoquer ces couleurs qu'on voit dans les clubs, dans les boîtes de nuit, etc. Donc voilà, ça aussi j'ai bien aimé. Et c'est un très bon livre aussi, au passage. Toi, tu avais choisi aussi un Galemeester. Un Galemeester, Sauvage de Jamie Bradbury. C'est une illustration qui est signée André Spiri. Moi j'apprécie le côté sauvage, ça correspond énormément à ce qui se passe dans le livre, puisqu'il est question de forêt, il est question de chiens de traîneau. Je l'apprécie parce qu'on retrouve encore une fois des éléments du livre. Je trouve que la forêt, le côté un peu sauvage, les chiens de traîneau, et on retrouve quelque chose, c'est une très belle image, je trouve, un très beau, ça pourrait être un tableau. Oui, complètement. On a aussi l'aurore boréale, parce que ça se passe en Alaska, et du coup, effectivement, il y a aussi cet élément qui est dans le livre, la nature un peu, très, très vaste, très profonde. Avec un personnage un peu perdu au milieu de tout ça, qui correspond à un personnage du roman qui est un peu perdu, une adolescente qui découvre des choses sur elle-même. Et d'ailleurs, c'est une couverture qui fait partie de nos 25 plus belles couvertures de 2019. Il y a un petit article sur le blog qui vous propose donc 25 couvertures qui nous ont marqué en 2019, quoi. Vous pouvez retrouver ça en description de la vidéo aussi. Et tu as choisi en dernier exemple Patrice Guin, Le sourire du scorpion. Voilà, ça c'est tout récent, c'est chez Le Mot et le Reste. Donc malheureusement on n'a pas le nom de l'illustrateur dans le livre, mais ça je trouve ça très réussi. D'ailleurs on a un peu les mêmes goûts avec Pierre, j'ai l'impression, parce que on a des couvertures assez proches. Ça c'est quand même assez, même dans le point de fuite et dans la construction de la couve, on retrouve la même idée. On s'est pas consulté avant, il faut le savoir. Et du coup, bon là c'est une histoire complètement différente. Ça reprend, j'ai pas encore lu le livre, mais j'imagine que ça reprend pas mal l'histoire de ce qui se passe dans ce roman. Eh ben pas du tout. Alors ça je vous le dirai plus tard. Mais donc j'aime bien aussi, quoi. C'est assez épuré, en même temps c'est parlant. C'est un peu l'esprit Galemeester aussi, sachant que Le Mot et le Reste a une identité graphique aussi assez forte, parce qu'ils ont toujours cette espèce de blanc de couve, une espèce de blanc de réserve qui est repris, de couverture en couverture, avec un titre rouge, plus l'auteur en noir, quoi. Donc c'est un peu systématique chez eux. Et après, on a du plein blanc avec juste de la typo noire avec un petit italique et puis du romain pour expliquer un peu le livre, ce qu'est le livre et l'auteur, quoi. Peut-être qu'il sera dans nos plus belles couves de l'année prochaine, de cette année, je veux dire. On verra. Donc évidemment, on vous invite à retrouver sur le blog une sélection subjective des couvertures préférées de l'équipe en 2019. On a essayé de varier, hein. C'est Nicolas qui l'a élaboré en essayant de montrer plusieurs types de couvertures différentes qui lui ont plu. Et on a demandé à des lecteurs ce qu'ils pensaient, eux, ce qu'ils recherchaient dans une couverture. Donc Nicolas est allé dans une librairie et a demandé à des lecteurs. Ouais, exactement. On est allé avec Solène en librairie, Solène qui est notre nouvelle stagiaire chez Babelio. Et donc on est allé à La Manœuvre à Paris, dans le 11e arrondissement, pour demander leur avis donc à un des libraires de La Manœuvre et aussi à différents lecteurs qu'on a croisés là-bas. Et c'est parfois assez surprenant. Donc on va vous laisser voir ça dans le reportage. On regarde ça. Bonjour. Bonjour, je suis Marcos de la librairie La Manœuvre. Quel type de couverture affectionnez-vous en général? En général, j'aime bien les couvertures colorées, ça dépend aussi, on peut jouer avec le toucher. Par exemple, vous avez plusieurs types de couvertures lisses ou rugueuses. En général, on est plus porté sur les lisses, après ça dépend le grand format ou le petit format. Ça peut vraiment jouer à beaucoup de choses. La couverture est-elle déterminante dans le choix d'une lecture? Alors nous, en tant que libraire, non. En tant que clientèle de librairie, je pense que oui, ça y fait forcément beaucoup. Il y a des couvertures qui clairement peuvent rejeter le client ou le contraire vraiment attirer. Donc oui, ça affecte clairement. Vous avez des maisons d'édition par exemple qui restent très classiques. Avec le Gallimard noir par exemple, ça reste vraiment une couverture qui ont toujours les mêmes codes. Il y a des grandes maisons comme Gallimard, Stock,
beaucoup de maisons d'édition qui, effectivement, ont leur code couleur depuis des années, ça fonctionne, on n'y touche pas. Après, vous avez des petites maisons d'édition qui se lancent, ou des nouvelles maisons d'édition, genre Matin Calme. Ça va être du polar coréen. Et c'est vraiment tout nouveau, c'est une rentrée littéraire de janvier. Et là, eux, ils visent vraiment sur la couverture avec des photos pour évoquer le cinéma, pour donner un parallèle entre la littérature et le cinéma coréen. Et du coup, là, vraiment, on retrouve un code très simple, mais qui fonctionne quand même malgré tout. Pour passer aux rugueuses, celle-ci, on l'entend au toucher. Elle est rugueuse, et là vous avez vraiment une jaquette qui se défait. Et ça, après, c'est des partis pris, et voilà. Et selon les goûts, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Il y a des couvertures qui me plaisent beaucoup, genre les couvertures de Guy Master, que je trouve qui sont très bien travaillées, les couvertures poche notamment, qui ont un cadre blanc, et en général les dessins sont plutôt jolis, plutôt sympas, et ils respectent le contenu du livre, malgré tout. Et ça, c'est important. Ou également, là pour la rentrée de janvier, les nouvelles éditions, les nouvelles couvertures de Point, qui vraiment sont très très bien. Elles sont très belles, c'est très simple, c'est blanc, un cadre, et c'est vraiment efficace, et on est très content de pouvoir présenter ça. Mais je ne pense pas qu'il faut vraiment s'intéresser à la couverture en premier. C'est comme les personnes. Est-ce que pour vous, une couverture est déterminante dans le choix d'un livre? Je regarde jamais les couvertures. Je choisis pas du tout un livre en fonction des couvertures. Pour acheter un livre, je le retourne. D'accord. Et je regarde l'histoire. Est-ce que dernièrement, il y a une couverture qui a quand même réussi à vous séduire plus ou moins? Oui, celle-ci. Vous pouvez nous en parler? Je vais enlever le bandeau. Très Vagnant, que je conseille absolument à tout le monde. Shibumi, c'est un de ses romans, mais ils sont tous extraordinaires. Et là, ils sont tous ressortis chez Gallmeister. Toutes les couvertures sont extrêmement belles. Peut-être je vais vous la montrer comme ça. Elles sont toutes très très belles. Les romans sont extraordinaires. Effectivement, si j'avais pas su ce que c'était, je pense que je l'aurais acheté peut-être que pour la couverture, ce que je fais jamais. En regardant cette table, est-ce qu'il y a quand même une couverture qui vous donne envie? J'aime bien celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elle est très simple. En fait, j'aime pas les couvertures qu'on dise trop, ça me gêne. J'ai l'impression de lire le livre sur la couverture, ça m'arrange pas. Je lirais bien ça. Mais c'est peut-être plus le titre que la couverture. Donc vous préférez peut-être les couvertures plus minimalistes? Oui. Et je lirais bien le sillon, mais en fait, c'est pas pour la couverture, c'est parce que j'ai envie de l'acheter, mais bon, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'une couverture est déterminante dans le choix de votre lecture? Alors, ça dépend si je viens pour un livre en particulier. Donc là, à ce moment-là, je vais aller directement chercher le livre qu'il me faut. Mais après, c'est vrai que quand je flâne un peu, que je me balade, c'est vrai que la couverture, c'est particulièrement important, en tout cas selon moi. Et là, justement, par exemple, c'est justement cette couverture-là qui m'a attiré l'œil en vitrine, et c'est la couverture qui a fait que je me suis intéressée au titre, puis au livre, puis que j'ai pris la décision de l'acheter en fait. On dit souvent que la couverture ne fait pas le livre. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous trouvez que parfois une couverture peut être très représentative d'un livre ou pas du tout? Le choix de la couverture, en fait, ça donne déjà une certaine tonalité au livre. Enfin, parce que j'ai eu des livres avec justement de différentes éditions avec différentes couvertures, et je trouve que c'était assez intéressant justement de voir comment est-ce que la couverture pouvait donner une certaine orientation déjà au livre, si c'est une photographie ou si c'est un dessin, voilà. Je vais vous montrer 3 couvertures différentes. Est-ce que vous pouvez me dire laquelle vous plaît le plus et pourquoi? Celle-là. Ok. Ou celle-ci. D'accord. Pour le coup, en fait, je pense que ma préférée, ça va être celle-ci. Parce que la photo est bien choisie, la photo est belle. Je trouve que la femme elle a un très joli regard. Et voilà, à choisir entre les 3, du coup, je choisirais plus celle-là. Parce qu'il se passe plus de choses en fait sur la couverture, donc forcément ça attire plus, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît en général dans une couverture de livre?
Eh bien, je pense que je suis attirée vraiment par la sobriété finalement maintenant, parce qu'il y a tellement d'informations sur une table dans les librairies que ouais, je pense que la sobriété finalement ça marche bien. Et puis je pense que les couleurs fluo en fait et minimalistes, ouais, ça saute plus aux yeux finalement. Je vois celle de Murakami. Qui correspond un peu à la description que j'en ai faite, et puis j'aime... Enfin, ça m'étonne pas que ça soit quelque chose de japonais finalement, qui soit très simple mais efficace. Est-ce que la couverture d'un livre est déterminante dans le choix de votre lecture? Oui, complètement. Je pense que maintenant, en tout cas moi, qui suis née dans les années 90, qui fait partie du coup de la génération qu'on appelle des millénials, vont privilégier l'achat d'un beau livre, puisqu'on ne veut plus être dans cette consommation de masse. Donc oui, on va acheter avec goût, et il faut forcément que l'objet soit beau. Et j'ai même l'impression que l'esthétique prime parfois sur le contenu. Sur ces 3 livres, est-ce que vous pourriez me dire quelle couverture vous affectionnez le plus? Qu'est-ce qui vous donne le plus envie? D'accord. Donc vous avez celle-ci, celle-là, et enfin celle-ci. Je préfère celle-ci. Oui. Comment dire, je trouve qu'elle est bien plus unique. On sent que ça a été travaillé et que ce n'est pas justement une couverture simple, enfin une photo qui a été posée là. En fait, là, j'ai plus l'impression que l'information graphique est plus subtile que dans d'autres finalement, qu'on a pris en compte l'histoire et que ça résonne avec le titre. Et je fais un lien qui est presque inconscient finalement entre les deux, qui me plaît beaucoup plus. Après, c'est selon mes goûts aussi, mais j'aime l'illustration et le dessin et les fleurs de coton. Donc, je pense que oui, je suis naturellement plus intéressée par celui-ci, qui est beaucoup plus graphique finalement. Ça fait très longtemps que je ne suis pas tombée sur un livre qui n'est pas à la hauteur de sa couverture. Par contre, l'inverse, parfois la couverture est terrible, dans le mauvais sens du terme. Et finalement, on est très surpris par le contenu. Donc, mais pourtant, je vais toujours choisir une couverture qui est plus esthétique, pour les raisons que j'ai citées auparavant. D'accord. En ce début d'année, on vous a aussi proposé un article qui concerne les défis et les challenges de lecture pour l'année. On a des challenges qui sont à l'année, c'est-à-dire qui vont courir de fin 2019 à fin 2020. Mais on a aussi des challenges qui sont tout au long de... Enfin, qui sont pas arrêtés dans le temps, quoi. Que vous pouvez prendre un peu n'importe quand et continuer tant que vous voulez. Alors pour s'y retrouver, on a publié un petit guide sur le blog de Babelio pour lister un peu les différents challenges qui sont créés par des lecteurs, des membres du site qui se chargent de gérer un peu tous ces challenges. C'est vraiment un énorme boulot et on les remercie évidemment énormément. Donc il y a énormément de sujets très différents dans les challenges. Vous pouvez par exemple vous intéresser à un challenge BBC qui correspond à une liste des meilleurs livres selon la BBC. Et l'idée c'est de les chroniquer et voilà, de publier ensuite et d'échanger aussi avec les lecteurs après sur les différents livres qu'on a lus avec le challenge. Il y a le challenge 19e siècle, donc l'idée c'est de lire des livres du 19e siècle. Tout se passe par les groupes de Babelio, donc vous pouvez ensuite discuter avec les autres lecteurs sur les lecteurs que vous avez lus. Donc il y a aussi un challenge pour les amateurs de polar. Il y a des challenges autour de la SFFF, donc science-fiction, fantasy et fantastique. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc l'idée c'est vraiment si vous ne savez pas trop quoi lire en ce moment, si vous avez envie de vous imposer aussi un peu des défis. Donc dans le challenge ABC par exemple, il s'agit de lire des livres dont le nom des auteurs commence par les 26 lettres de l'alphabet. Donc voilà, vous avez plein de défis différents. Donc vraiment, on vous invite à retrouver notre guide pour vous y retrouver un peu dans ce qui peut vous plaire ou pas. Et ensuite dans les groupes pour vous lancer. Ouais, c'est vraiment un bon moyen de découvrir des auteurs aussi. Donc vous avez beaucoup de participants sur Babelio, vous ne serez pas tout seul à participer. Non, ça va très vite. Il y a des challenges qui sont extrêmement courus. Et avec tous les jours, il y a vraiment beaucoup de participants qui se lancent dans l'aventure. Et puis c'est un bon moyen de lire à plusieurs aussi. Oui, complètement. Et il faut s'inscrire assez rapidement parce qu'il y a certaines inscriptions qui se terminent, je pense, en fin février ou début mars. Donc n'hésitez pas à les regarder après avoir vu cette vidéo. Et on a aussi un autre défi qui est donc plus personnel, c'est un défi de lecture. Donc chacun peut choisir sur son profil le nombre de livres qu'il souhaite lire dans l'année.
Donc voilà, ça peut être un bon moyen. C'est pas forcément le côté performance qui est important là-dedans, c'est simplement se dire, bah voilà, cette année, j'imagine que je vais lire, je sais pas, 30 livres, 50 livres, 100, 200, 300 livres. 300 livres? Ouais, c'est un peu beaucoup, presque un par jour. Moi, personnellement, non, moi j'ai choisi 100. Pour le moment, c'est déjà pas mal. Mais c'est aussi le but, c'est de passer peut-être plus de temps à lire et moins de temps sur son smartphone à regarder des bêtises, quoi. Et donc ça se passe sur votre profil, il suffit d'enregistrer le nombre de livres que vous souhaitez lire. Ouais. Et ensuite, quand vous avez lu un livre, sur Babelio, sur la fiche du livre, vous pouvez indiquer la date de fin de lecture. Et du coup, après, ce sera comptabilisé pour votre défi personnel. Et en plus, c'est un moyen très pratique pour retrouver vos lectures de l'année après, quoi. Vous avez juste à cliquer sur le nombre de livres lus et vous allez voir que vous aurez toutes vos lectures de l'année qui seront en liste. C'est un peu une question qu'on peut vous poser, combien de livres vous allez lire cette année? Donc voilà, c'est un peu pour lancer le challenge, ce défi. Dernière chose pour cette petite vidéo, c'est vous présenter un peu les dernières interviews qu'on a pu réaliser sur le site. Nicolas s'est chargé notamment de 2 interviews récemment. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, tout à fait. Donc c'était une interview avec Paco Mtielman qui a écrit « Tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or ». Très joli titre. Donc c'est un livre qui est... En fait, Paco Mtielman nous avait un peu habitués à faire l'exégèse philosophique de sujets pop, quoi, c'est-à-dire des séries comme Lost, Leftovers ou Twin Peaks, par exemple, et de groupes aussi de musique comme les Beatles, qu'il apprécie particulièrement, Frank Zappa, etc. Et cette fois, il prend comme matériau premier sa vie, en fait, pour faire une sorte de livre de développement personnel, entre guillemets, un livre qui permet d'affronter les choses difficiles qui peuvent nous arriver au quotidien. Et donc, il investit de philosophie, notamment chinoise, d'exemples qui sont issus aussi de la culture pop en général. Et donc, on lui a posé quelques questions sur, notamment, ce que ça fait d'écrire son autobiographie à 44 ans, je crois. Donc, c'est assez particulier. Et donc lui nous explique par exemple qu'il a lu beaucoup d'auteurs comme des livres de développement personnel, beaucoup d'autobiographies comme des livres de développement personnel. Oui, des livres qui ne sont pas forcément considérés comme des livres de développement personnel, mais lui, chaque livre doit être un guide de vie, il dit dans l'interview, je crois. Exactement, ouais. Donc c'est une autobiographie, mais qui est forcément pas exhaustive. Il va prendre des petits bouts de sa vie comme ça, des événements qui l'ont particulièrement marqué, et donc tirer une sorte de pelote comme ça pour dérouler un petit peu ce que lui inspirent ces événements et les leçons qu'il en a tirées. Et tu en as réalisé une deuxième? Oui, voilà, sur un essai? Oui, c'est un essai, donc c'est le directeur France de BETC qui s'appelle Vincent Maillet, qui a écrit un livre sur Amazon. Donc le titre c'est Amazon main basse sur le futur, c'est chez Robert Laffont. Et donc là c'est, si vous voulez, c'est un portrait de Jeff Bezos, donc le fondateur d'Amazon, et aussi un portrait stratégique de l'entreprise Amazon. C'est une entreprise qui, dans le monde des livres, fait quand même pas mal de débats et divise beaucoup, qui fait polémique régulièrement auprès des libraires notamment, parce qu'il empiète vraiment sur leur plate-bande. Et donc dans ce livre, en fait, Vincent Maillet expose la stratégie d'Amazon, stratégie globale, c'est-à-dire une stratégie qui est autant sur la vente, que nous on connaît bien en tant qu'acheteur, en tant que consommateur, mais aussi sur tous les services et tous les dépôts de brevets qu'Amazon a fait. En fait. C'est l'occasion pour lui de faire le portrait de cette entreprise, mais aussi de faire un point critique dessus, dans le sens où il met le doigt sur des choses qui pourraient nous faire sortir de ce modèle Amazon, comme la spécialisation des boutiques, quoi. Ce qu'il explique, c'est qu'un généraliste ne peut pas être un bon spécialiste, donc les boutiques et les marques ont tout intérêt face à Amazon à se spécialiser dans le futur. Donc les libraires ont intérêt à lire le livre pour... Oui, pourquoi pas, ouais, pour trouver des stratégies, des recours pour survivre en fait. Pour lutter et survivre tout simplement. Ouais. On vous propose de retrouver cette interview également sur Babelio. Et puis n'hésitez pas à les commenter d'ailleurs après, à nous dire ce que vous avez pensé de ces interviews et de cette vidéo aussi en général, en commentaire de cette vidéo. Nous on se retrouve le mois prochain. Voilà, pour un autre sujet reportage et pour d'autres sujets d'actu de Babelio. À bientôt. À bientôt.